Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous reparler de l'opération Barbarossa. Alors, il y a 8 conférences, c'est la 4e là maintenant. Alors, je vais vous parler de la 2e offensive soviétique pour prendre Kharkiv. Oui, ils ont voulu prendre Kharkiv. Kharkiv était important pour eux. Ils ont voulu prendre Kharkiv. Donc, on va voir ce qui se passe. Vous me suivez si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, par étapes. Faites ça par étapes. Mais ce que je vous dis là, il y a beaucoup de choses qui sont pratiquement inédites. Je suis allé puiser dans de nombreux documents, documents anciens. Je suis allé voir véritablement beaucoup de choses. Je suis allé à la bibliothèque, je suis déplacé, etc. Bon, j'ai beaucoup travaillé. On m'a demandé de travailler sur ça, donc j'ai travaillé. J'ai travaillé un maximum sur ça. Voilà, la 2e offensive soviétique pour reprendre Kharkiv. Alors, l'accalmie qui suit au printemps de 1942, l'offensive d'hiver de l'armée rouge, 20 au 24 novembre 1941, est brève. Bientôt, des combats reprennent acharnés. Les principaux événements de cette période se déroulent à l'extrémité sud du front, où les deux parties se lancent à l'offensive, chacune de son côté, et luttent farouchement pour s'assurer l'initiative stratégique. Les Allemands, appuyés par la marine roumaine, conquièrent la Crimée en septembre 1941 et juillet 1942. Entre septembre 1941 et juillet 1942, conquiert la Crimée. Rapidement, encerclés, difficilement ravitaillés, après la prise de Rostov-sur-le-Don le 21 septembre 1941, les unités soviétiques défendant la Crimée sont réduits en juin dans la prise de Sébastopol. Au printemps 1942, au début de la multiplication des opérations offensives autour des zones encore contrôlées par l'armée rouge, les derniers points d'appui soviétiques sont conquis les uns après les autres à partir du 8 mai 1942, date du déclenchement de l'offensive de printemps allemande dans la région. Il s'agit donc de faire la différence entre la première offensive soviétique d'hiver, 20-24 novembre 1941, pour reprendre Kharkiv, et la seconde offensive de mai 42, qui est en fait constituée de 2 offensives, parce qu'il y en a eu 2. La première entre le 18 et le 31 janvier, bien sûr 42, et la deuxième dans le courant du mois de mai. Donc il y en a eu 3 en fait, des contre-offensives russes pour reprendre Kharkiv. Une première entre le 20 et 24 novembre 41, une deuxième en janvier 42, entre le 18 et le 31 janvier 42, et la deuxième au mois de mai 42. Alors vous verrez que bon, il n'y aurait pas eu beaucoup de succès, les soviétiques. Entrons à présent dans le vif du sujet. Le haut commandement soviétique, la Stavka, a l'intention, en entreprenant des offensives locales, dans le cadre général d'une stratégie défensive temporaire, de consolider les avantages acquis au cours de la campagne d'hiver 1941-42, d'améliorer la position opérationnelle de ses troupes, de conserver l'initiative et de gérer les préparatifs de l'offensive d'été allemande. La région de Kharkiv est alors jugée comme la plus importante de toutes celles prévues par ce programme. Elle constitue en effet le principal objectif stratégique au sein du dispositif de défense ennemie sur l'axe sud-ouest. Dans l'ensemble, tout tend à créer les conditions les plus favorables au déclenchement, pendant l'été 1942, d'offensives encore plus importantes, lancées tout le long de l'immense front de la Baltique à la mer Noire et destinées à écraser les forces allemandes. Déjà, les Soviétiques pensent aux contre-offensives, à Bagration, etc., mais c'est beaucoup plus tard, en 1944, après Kursk. Ainsi, l'objet de la première offensive soviétique contre Kharkiv à la fin de la grande contre-offensive de l'hiver 41-42 est de déloger les Allemands du secteur Donbass-Taganrog et de reprendre Kharkov en russe. Comme nous l'avons déjà dit, l'offensive se déroule en 2 temps. La première
offensive soviétique, 18 au 31 janvier 42. Alors elle est sur la carte A. Vous verrez la carte A, qui est superbe. Donc j'ai beaucoup travaillé, hein. Donc vous verrez cette carte A, elle est vraiment, elle est pas mal, hein. C'est pas que je me lance des fleurs, mais elle est pratiquement complète. Pratiquement. Elle remporte, alors, première offensive soviétique, elle remporte d'encourageants succès en janvier. Au début de l'attaque se déroule bien. Les soviétiques enferment les lignes du groupe armé sud, atteignent la rivière Orel et coupent la ligne de chemin de fer de Kharkov à Lozovaya. Puis, tout s'arrête. Les tentatives soviétiques pour percer au nord et reprendre Kharkiv tournent court au début du mois de mars 1942, tandis que les Allemands font affluer des renforts dans le secteur menacé. Au même moment, le groupement Mackensen, constitué du 3e corps motorisé allemand, joint à d'autres unités, repousse victorieusement l'attaque soviétique, donc Mackensen, en direction du sud, vers Krasnoarmeyskoe, en raison de leur lenteur à exploiter leur premier succès. Les Russes doivent s'arrêter. Ils ont donné alors suffisamment de temps aux Allemands pour renforcer les flancs du saillant. Quoi qu'il en soit, cette première offensive soviétique retarde la marche de la Wehrmacht vers le Don et l'attaque de Sébastopol. Voilà la carte A. Donc vous verrez la carte A. La seconde offensive soviétique, alors celle-là, elle est plus difficile pour les Russes. La seconde offensive soviétique, qui débute le 12 mai 1942. Cette seconde offensive est une bataille de rencontre dans le saillant de Barvenkovo. Donc vous verrez sur le la deuxième carte B, le saillant de Barvenkovo. Staline ordonne une seconde offensive pour accroître les gains obtenus par l'armée rouge à la fin de janvier 42. Mais, de leur côté, les Allemands se préparent à attaquer pour éliminer le saillant russe. C'est ce qu'ils ne savent pas, les Russes, c'est que dans le même moment, ils vont attaquer, mais dans le même moment, les Allemands sont prêts à contre-attaquer. Parce qu'ils veulent liquider le saillant russe. Le 12 mai, les Russes lancent, au nord et au sud, un mouvement en tenaille. L'affaire commence bien cette fois, mais de nouveau, le commandement soviétique laisse passer sa chance. Les 15 et 17 mai 42, les forces du Reich stoppent l'attaque et passent le 17 à la contre-offensive et cassent et cernent le saillant de Barvenkovo le 23 mai. Des actions similaires menées au nord permettent d'isoler les éléments soviétiques partis de Volchansk et de franchir le Donetsk. Timoshenko a été vaincu par une stratégie analogue, mais la tactique adverse est bien supérieure, la tactique allemande. Voilà la carte B. Voyons à présent, dans beaucoup plus de détails, tout ce déroulement de deux offensives soviétiques. C'est dans la région de Kharkiv que se déroulent les batailles les plus violentes livrées par l'armée rouge, au printemps 42. Les événements vont faire évoluer défavorablement la situation, non seulement dans le sud-ouest, mais aussi sur l'ensemble du front. Il convient de dire qu'au cours de l'offensive générale de janvier-mars 42, lancée par l'armée rouge, un certain nombre d'opérations se sont déjà déroulées dans la partie sud du front, vers Kharkov et Belgorod, dans le Donbass et en Crimée. Aucune n'a entraîné des gains territoriaux notables, à l'exception toutefois de quelques succès remportés par des fronts sud et sud-ouest dans l'opération dite de Barvenkovo-Lozovaya, 18-31 janvier 42. Ce sont de petits succès, 31 janvier 42, c'est la deuxième contre-offensive soviétique. Cette action a pour objet de percer les défenses ennemies allemandes entre Balakleya
et Artemovsk, de développer l'offensive dans la direction générale de Zaporizhzhia, là où il y a la centrale nucléaire là maintenant, de prendre les six centrales, les six cuves, de prendre à revers les unités allemandes dans le secteur Donbass, Tagorog, de leur couper la retraite vers l'ouest, puis d'acculer le gros de leurs forces sur la côte de la mer d'Azov et de les détruire. Elle nécessite donc une attaque coordonnée des ailes adjacentes des deux fronts. En même temps, une partie de l'aile gauche du front sud-ouest doit progresser dans la direction générale de Krasnograd, de façon à protéger l'opération menée depuis le nord et à prendre Kharkov. L'affaire commence le 18 janvier 42 au matin, voire quart d'heure. Au cours des 4 premiers jours, la 6e et la 57e armée soviétique, parce qu'il y a une 6e armée soviétique aussi, il y a une 6e armée allemande commandée par Paulus et une 6e armée soviétique, ont percé le front ennemi allemand entre Balakleya et Slaviansk et avancé de 25 km sur leur principale ligne d'attaque. L'ennemi a résisté sans esprit de recul à Balakleya et à Slaviansk même, et tenté d'empêcher un élargissement de la brèche. Les autres formations n'ont marqué aucun succès notable. La 38e armée russe, par exemple, a simplement réussi à prendre quelques villages au nord-est de Tchouganiev et à avancer de quelques 5 à 10 km. Le combat dans ce secteur a traîné en longueur et par suite le front nord de la percée est resté dans la région de Balakleya. La 37e armée russe ne réussit qu'à pénétrer les défenses ennemies sans les percer, à l'est de Slaviansk. Vous verrez sur le A, le B, les cartes A et B, c'est bien expliqué. La 37e armée ne réussit qu'à pénétrer les défenses ennemies, sans les percer à l'est de Slaviansk. Dès lors, ainsi que sur le flanc gauche de la 38e armée russe, la possession de chaque village a entraîné des combats violents et prolongés, et l'offensive ne réussit pas à s'étendre. La nature du dispositif défensif allemand, qui comprend un certain nombre de grandes opérations transformées en points d'appui fortifiés et en hérissants, est telle qu'elle nécessite de vastes manœuvres de dépassement, d'encerclement et de siège de la part des forces soviétiques, ce qu'elles ne feront pas bien sûr. Mais l'attaque était organisée de telle façon que les troupes ne seraient pas forcément en mesure d'opérer ainsi. Dans les premiers jours de l'offensive, les Allemands, loin de se regrouper, essayent de colmater les brèches avec des groupes de combat formés à la hâte à partir des rescapés des unités battues. Plus tard, ils commencent à amener des unités du secteur sud et de faire monter en ligne des réserves prises très loin sur leurs arrières, afin d'étendre la percée. Les 1er et 5e corps de cavalerie soviétiques sont entrés dans la bataille, ce qui a permis d'accélérer la progression de la 57e armée soviétique, dont l'aile droite a pris Barvenkovo le 24 janvier. Ils ont quand même pris Barvenkovo. Son aile gauche, quant à elle, a combattu toujours près de Slaviansk sans s'assurer le moindre avantage, si bien que le commandement du front sud-ouest a décidé de faire intervenir la 9e armée au point de jonction des 57e et 37e armées soviétiques. La 6e armée a continué d'exploiter son succès. Avec des unités du 6e corps de cavalerie, elle a coupé la ligne de chemin de fer Kharkov-Lozovaya. C'est marqué dessus, j'ai bien expliqué sur les cartes. Et a atteint le cours d'Orel, le cours de l'Orel. Tandis que le flanc gauche de la 57e armée est parvenu sur une ligne située à 36 km au sud de Barvenkovo. À cet endroit, l'offensive a cessé de se développer en profondeur et les efforts, tant des attaquants que des défenseurs, sont déplacés vers les flancs. La 6e armée essaya d'avancer vers le nord en direction de Kharkov pour pouvoir ensuite isoler le saillant ennemi de Balakleya en coopération avec les éléments de la 38e armée soviétique. Mais elle se trouva entraînée dans des escarmouches prolongées pour la possession du moindre village. Ces opérations sont donc limitées
peu à peu à des actions locales, si bien que l'offensive se ralentit et que le front se stabilisa dans le secteur sud de la Brèche. La même chose se produisit au sud, puisque les Allemands résistaient avec une telle obstination dans la région de Slaviansk et d'Artamovsk. Le commandant du front sud décida de les prendre à revers avec son corps de cavalerie et la 9e armée, et de les écraser par des chocs convergents de ses forces par l'ouest et de la 37e armée par l'est. Mais il ne parvint pas à réaliser entièrement ce plan. À la fin de janvier 42, l'ennemi a déjà réussi à faire parvenir d'importants effectifs dans le secteur de la Brèche. La 17e armée allemande, passablement éprouvée, s'amalgame à la première armée blindée pour former le groupement Kleist. Le gros du 3e corps motorisé remonte le sud vers la région de Kramatorsk et le nord de Kramatorsk-Armeïskoe et joint d'autres unités, constitue la force dite groupement Mackensen. Malgré la résistance croissante de l'ennemi qui a commencé à contre-attaquer de toutes parts, la 57e armée et le 5e corps de cavalerie réussissent à progresser légèrement vers le sud. Nos éléments avancés arrivent à proximité de Krasnoarmeïskoe et de la voie ferrée qui relie cette ville à Pavlograd. Mais ce succès demeure sans lendemain. Comme au début de l'opération, la situation défavorable qui règne autour de Slaviansk a un effet néfaste sur la progression de l'offensive générale par l'aile droite du front sud. La 9e armée dépasse la ville à l'ouest, mais s'enlise dans une suite de combats pour la possession de nombreux villages fortifiés du secteur et ne peut par conséquent développer son attaque. L'offensive de la 37e armée n'obtient pas de meilleurs résultats. Les territoires ultérieurs du front sud pour percer en direction de Krasnoarmeïskoe ont échoué et en raison des contre-attaques allemandes, les unités soviétiques qui ont attaqué dans ce secteur durent même battre légèrement en retraite. Fin janvier, début février 42, la situation commence à se stabiliser, encore que les combats continuent avec une violence toujours égale. Les 6e, 57e et 9e armées soviétiques ainsi que les corps de cavalerie se sont retranchés sur le saillant qui s'était formé sur le front entre Balakleia, Lozavaya et Slaviansk. Ce saillant avait à peu près 80 km de profondeur et 112 km de large et constituait une position utile d'où l'on pourrait plus tard lancer des attaques contre le flanc et les arrières des forces allemandes de Kharkov et du Donbass. Ainsi, le front sud et sud-ouest n'ont pas pu mener à bien de mission qui leur a été confiée. Et l'opération censée s'achever par la défaite de la Wehrmacht dans le Donbass ne se déroula pas comme l'avait prévu le quartier général du secteur sud-ouest. Les forces soviétiques n'ont réalisé que des gains territoriaux insignifiants et n'ont battu que 3 divisions allemandes. Alors je vous parle rapidement de la 2e, et ensuite, je terminerai, parce que ça fait beaucoup. L'échec, je pense pas que vous écouterez tout ça, mais si vous écoutez, vous apprendrez beaucoup de choses. Si vous voulez écrire un livre, par exemple, sur l'opération Barbarossa, vous pouvez vous en inspirer de mes conférences. L'échec de l'opération peut s'expliquer par de multiples erreurs soviétiques, dans lesquelles nous ne rentrerons pas. Toutefois, il faut savoir, malgré tout, que l'artillerie russe reste toujours en arrière et que vivres, munitions et carburant arrivaient toujours en retard. Pourtant, l'attaque soviétique au sud joua un rôle utile dans la campagne d'hiver 41-42. Par son action offensive énergique, elle mobilisa le groupe d'armées sud-allemand et obligea l'ennemi à faire venir de Hongrie 6 divisions, suivies en avril de 5 autres retirées d'Allemagne, de France et de Hongrie.
lorsque le haut commandement allemand, l'OKW, donna à ses forces la mission générale de se cantonner sur la défensive pendant l'hiver 41-42, il n'excluait pas l'idée d'offensive locale en divers points du front germano-soviétique. La directive d'Hitler, numéro 39, en date du 8 décembre 1941, précisait d'ailleurs: quelles que soient les difficultés, le groupe d'armées sud doit se préparer à lancer, dès avant la fin de l'hiver, une offensive destinée à s'assurer de la ligne inférieure dont Donetsk. Ce qui fournira, Donetsk c'est un confluent avec le Tchir, c'est un confluent du nom. Ce qui fournira des conditions favorables pour monter au printemps une opération contre le Caucase. Le fameux Caucase. Les forces soviétiques ont donc déjoué ce projet, ainsi que celui de la prise de Sébastopol, qui aurait libéré la 9e armée allemande en Crimée pour d'autres missions. En avril 42, la Stavka, le commandement suprême soviétique, ordonne au quartier général du secteur sud-ouest de préparer les plans d'une offensive en direction de Kharkov, opération devant être exécutée par les forces du front sud-ouest. Le commandant de ce front est alors le maréchal Timoshenko, également commandant en chef du secteur sud-ouest. Comme le front sud, commandé par le général Malinovski, s'est affaibli au cours des combats de l'hiver précédent, il ne reçoit aucun rôle actif dans l'offensive projetée sur Kharkov. Le front sud-ouest reçoit donc l'ordre de réduire l'offensive ennemie, de battre la Wehrmacht à Kharkov, permettant ainsi de lancer dans des conditions les plus favorables une seconde offensive en direction de Dniepropetrovsk, opération à laquelle doit participer cette fois le front sud. Le plan de l'offensive contre Kharkov prévoit 2 attaques convergentes. La principale à partir du saillant de Barvenkovo et la seconde, moins importante, au départ de la région de Volchansk. Pour la 6e armée doit investir Kharkov par le sud, et le groupement général et le groupement du général Papkin la protégeant par une attaque dirigée sur Krasnograd. Pour la seconde, la 28e armée et les formations prélevées sur les 21e et 38e armées doivent se diriger vers la 6e armée en encerclant Kharkov par le nord et le nord-ouest. Tout ça sont des mots, mais bon, des mots qui n'ont pas eu beaucoup de sens dans la réalité. Au commencement de l'opération, les fronts sud-ouest et sud totalisent à eux 640 000 hommes, plus de 1200 chars, 13 000 canons mortiers et plus de 900 avions de combat. Le haut commandement allemand, l'OKW, on l'a vu précédemment, organise au même moment une série d'offensives. Elles ont pour but de liquider le saillant de Barvenkovo en y battant les forces soviétiques et d'établir sur la rive gauche du Donetsk septentrional une tête de pont d'où ils pourront lancer plus tard des offensives en direction de Voronezh, de Stalingrad et du Caucase. 2 actions convergentes doivent éliminer le saillant de Barvenkovo, l'une vers le nord-ouest à partir des environs de Slaviansk et de Kramatorsk, menée par le groupement Kleist. C'est la 17e et la 17e armée et la première armée blindée, et l'autre vers le sud à partir de Balakleya, dirigée par la 6e armée allemande. La Wehrmacht dispose pour cette opération de 636 000 hommes, de plus de 1000 chars, de 16 000 canons et mortiers et de 1220 avions. Les opérations commencent dans la région de Kharkov le 12 mai 42, donc c'est la 3e contre-offensive, celle-là, lorsque les troupes d'assaut soviétiques du front sud-ouest prennent l'offensive et percent les défenses de la 6e armée allemande à la fois au nord et au sud de la ville, en progressant à 25 km environ de Volchansk et à une distance variant de 20 à 33 km du saillant de Barvenkovo, le 14 mai au soir. Toutes ces opérations, toutes les conditions à l'entrée dans la bataille
des forces mobiles pour exploiter le succès et terminer l'encerclement des forces ennemies dans le district de Kharkov se trouvent réunis. Toutefois, devenues diverses raisons empêchent le commandement soviétique de tirer profit de cette situation, encore une fois, de cette situation favorable. Le quartier général du front sud-ouest, trompé par de faux renseignements selon lesquels l'ennemi concentre une importante force de panzer près de Zmiev, avec c'est sur la carte là, Zmiev, sur la carte. Oui, donc force panzer près de Zmiev à 20 km au sud-est d'une petite ville appelée Marafa retarde en effet l'intervention des formations mobiles, décision qui ralentit considérablement le rythme de l'offensive. Les seconds échelons des armées n'entrent en action que le 17 mai au matin, mais il est déjà trop tard. Dans l'intervalle, l'ennemi a regroupé ses forces et le 17, c'est lui qui passe l'offensive contre la 9e armée du front sud. À partir de la région de Kramatorsk et contre la 28e armée du front sud-ouest depuis l'est de Kharkov et le sud de Belgorod. La 9e armée, commandée par le général Kharitonov, n'est pas alors en mesure de repousser l'attaque allemande. Elle ne réussit pas à résister à la ruée des forces ennemies supérieures et son flanc gauche commence un combat de retraite en direction de du Donetsk septentrional, donc l'affluent du Don, tandis que son flanc droit se repliait sur Barenkovo et plus encore au sud-ouest. Cette retraite et l'avancée de la Wehrmacht vers le nord, le long du Donetsk septentrional, mettent la totalité des forces soviétiques du saillant de Barenkovo en grand danger d'être encerclées. En conséquence, le Conseil militaire du front sud-ouest demande l'autorisation d'arrêter l'offensive lancée contre Kharkov au commandant suprême Staline. Mais ce dernier refuse, le grand Staline, il refuse. L'opération ne se poursuit donc, ce qui complique encore une situation déjà bien difficile. Ce n'est que le 19 mai, en fin de matinée, qu'on décide de renoncer et d'employer une partie importante de la 6e armée à repousser l'attaque allemande et à 6e armée russe à repousser l'attaque allemande et à rétablir la situation. Mais, comme les événements devaient le démontrer, cette décision arrivait trop tard. En outre, le commandement est mal organisé et la contre-attaque soviétique manque de coordination. Les divers éléments de la 6e armée, Gorodniansky, se voient obligés d'entrer, c'est le général Gorodniansky, se voit obligé d'entrer un par un dans la bataille, mais ils ne réussissent pas à endiguer l'avance ennemie. Le 23 mai, le groupement Kleist fait sa jonction avec les unités de la 6e armée à 10 km environ au sud de Balaklea, coupant ainsi la retraite aux troupes soviétiques du saillant de Barenkovo. Toutes les formations isolées à l'ouest du Donetsk septentrional sont réunies en un seul groupe placé sous le commandement du général Kostenko. Entre le 24 mai et le 29 mai, ces forces luttent farouchement à l'intérieur et une partie franchit les lignes allemandes par petits détachements qui passent sur la rive orientale du Donetsk septentrional. Le 22 mai, la 28e armée du général Ryabiolov doit se replier sous la pression des attaques allemandes jusqu'aux positions qu'elle occupait avant l'offensive. Les troupes soviétiques encerclées se battent avec acharnement contre les forces ennemies supérieures. Mais la Luftwaffe a la complète maîtrise de l'air et les Russes souffrent d'une grave pénurie de munitions, de carburant et de vivres. De nombreuses tentatives de percer
effectués par des soldats de l'armée rouge échouent. Seuls quelques groupes réussissent à atteindre la rive gauche de Donetsk. Officiers et soldats font preuve de courage admirable. Mais ils périssent en grand nombre au cours de ces combats sans espoir. Notamment, le commandant adjoint du front sud-ouest, le général Kostenko, les généraux Babkin, Gorodnevski, Podlao et bien d'autres. L'offensive soviétique, la deuxième contre-offensive de mai 1942, se solde donc par un échec cuisant. Bon, alors je pourrais vous lire les raisons essentielles de cette catastrophe, mais je vais pas vous les lire. Et ensuite, une vue générale, non, c'est pas la peine. Voilà, je vous ai parlé des 3 offensives, des 3 contre-offensives soviétiques de décembre 41, de janvier 42 et de mai 42, qui ont abouti à quoi? Eh bien, à un échec total des forces soviétiques à vouloir reconquérir Kharkov, qui avait été perdu, bien sûr, depuis un certain temps déjà, et qui avait été capturé par les forces allemandes. Donc je vous dis à très très bientôt pour 4 nouvelles conférences qui vous feront le plus grand bien. 2 par 2, 2 par semaine, et ça sera bien comme ça. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Merci.